Epic Games qui soulève 2 milliards de dollars, le président d'une commission pour la vaccination enlevé par un anti-vax, Mariupol, la ville du sud-est ukrainien, sur le point de tomber aux mains des Russes. Bonjour à YouTube, c'est Daimon, si vous avez quelques minutes devant vous, on va rusher l'actu. On va commencer par du léger, donc avec Epic Games, vous savez le studio qui est derrière Fortnite et pas mal d'autres jeux avant qui n'ont pas connu le même succès, et bien sûr le moteur Unreal Engine qui en est à sa 5e version. On a donc Sony, le géant japonais de l'audiovisuel, et Kirkby, la firme qui est derrière les briques de construction Lego, qui ont mis sur la table 1 milliard de dollars chacune pour investir dans le métaverse. Alors ce n'est pas la première opération d'envergure de ce genre, Sony avait déjà mis la main à la poche il y a un an de ça, mais c'était à hauteur de 200 millions, là le geste est d'autant plus démesuré. Alors on peut surtout être étonné que ce soit l'entreprise derrière les cubes de construction en plastique qui mette aussi largement la main à la poche, encore que les jeux vidéo Lego avec Batman et Star Wars sont déjà légion, je crois qu'il y a aussi les Indiana Jones, mais la perspective d'un Minecraft-like, ils avaient été très impressionnés par le fait de voir ce qu'on pouvait faire dans un univers vidéoludique en termes de construction. La perspective de voir un jeu de cette envergure, de ce type, dans le métavers semble constituer un train qu'ils ne sont pas prêts à manquer. Alors on s'attend à ce que Sony, de son côté, utilise de plus en plus l'Unreal Engine 5, justement, le moteur 3D qui a été dévoilé il y a quelques mois, qui avait bluffé à peu près tout le monde, si vous vous souvenez de sa démo dans l'univers de Matrix, d'ailleurs avec les acteurs de Matrix eux aussi, et qui n'était pas un véritable jeu mais qui était une démonstration technique, et donc on voit mal avec ce rapprochement Sony continuer de développer des moteurs propriétaires, surtout étant donné la qualité de l'Unreal Engine 5 qui est désormais accessible à tout le monde avec le modèle d'Epic, c'est-à-dire que vous pouvez développer gratuitement avec, mais si votre jeu se vend beaucoup ou génère beaucoup d'argent, là vous devez commencer à leur payer des royalties. Ensuite, dans les news insolites, on a Christophe Berger, ou Christophe Berger, je ne sais pas comment le prononcer, je ne veux pas mal le prononcer, le président de la commission fédérale suisse pour la vaccination a été enlevé par un anti-vax. Pardon, je devrais peut-être préciser un éveillé. Donc voilà, ici un article relaté par la RTS à ce sujet, que je vous mettrai comme d'habitude dans la description. Et alors, il faut savoir que la personne qui l'a enlevé, si elle est effectivement anti-vax, semble avoir agi pour des motifs économiques et ne pas spécialement connaître Christophe Berger. Alors peut-être que c'était simplement une coïncidence. Est-ce que la personne ignorait totalement qui elle était, puisque les motifs économiques, en fait, il demandait une assez grosse somme d'argent, donc il l'a enlevé en étant armé. Il lui a demandé une somme importante. Alors peut-être en sachant que c'était un président de commission qui, j'imagine, n'est pas un smicard, vous me direz chez vous ce que vous en pensez, mais alors de toute façon ce sera difficile de l'interroger étant donné qu'il est décédé dans l'intervention de la police. Alors il a relâché d'abord Christophe Berger dans un premier temps, après que ce dernier ait accepté de payer la rançon, donc il a été peut-être un petit peu naïf, un petit peu crédule. Bon bah vas-y, je te relâche et j'attends l'argent. Donc Christophe Berger évidemment a été voir la police cantonale qui a retrouvé quelques jours plus tard l'auteur de l'enlèvement qui a 38 ans je crois, qui était avec une jeune femme de 10 ans sa cadette. On imagine être sa compagne, qui l'aurait, dans la fusillade en fait, le preneur d'otage aurait tué d'un coup de feu la personne de 28 ans et voyant qu'il était armé, la police a ouvert le feu et donc les deux sont décédés. Alors donc la vidéo que je voulais vous montrer, je vous la retrouve, où il s'exprime ici en allemand, étant donné que comme vous le savez la Suisse parle à la fois français, allemand et italien, donc voilà, mais c'était sous-titré en français. Responsable du service d'infectiologie de l'hôpital pédiatrique de Zurich et donc qui s'est exprimé dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Est-ce que ça avait un rapport avec l'enlèvement? J'imagine qu'on ne le saura jamais, mais Christophe Berger lui-même n'en est pas convaincu et a eu l'impression que la personne, juste enlevé quelqu'un pour du pognon et a dû juger que cette personne était riche. Coïncidence, parfois les coïncidences arrivent, ne voyons pas, comme les complotistes, des liens de cause à effet partout, là où il ne peut y avoir que des concomitances évidemment.
Mariupol va-t-elle tomber? La ville du sud-est ukrainien, qui compte plus de 400 000 habitants, malgré des pertes, c'était 431 000 je crois, et on fait état entre 10 000 et 20 000 décès là-bas, plus les évacuations, donc je ne sais pas quel est l'effectif encore présent dans la ville et s'il y a encore des effectifs autres que militaires. Mariupol, c'est historiquement la capitale de la région de Méotide. Alors quels sont les enjeux ici? Faut savoir que c'est le deuxième port d'Ukraine après Odessa. Alors en 2005 c'était le quatrième port, mais il me semble que ça a un petit peu évolué. En tout cas c'est une information que j'ai pu recouper plusieurs fois. Elle donne notamment accès, comme vous le voyez sur la carte, à la mer d'Azov et constitue une place forte de la métallurgie ukrainienne, ce qui explique les efforts de l'armée russe pour la conquérir. Alors ça permettrait aussi pour les Russes de sécuriser un couloir entre les deux républiques reconnues par Moscou et la Crimée, qui elle a été annexée en 2014. En tout cas, ça permettrait un début de couloir vers la Crimée. C'est juste au sud des régions de Lugansk et de Donetsk. Je crois que c'est rattaché à cette dernière région, je vérifie. C'est bien rattaché administrativement à l'oblast de Donetsk. Et il y a une autre justification qui pourrait expliquer que les Russes veuillent s'en emparer, c'est le bataillon Azov, justement, puisqu'on parlait de la mer d'Azov, qui comprend des éléments néo-nazis dans ses effectifs qui seraient à la base basés à Mariupol. Alors, et cette dénazification annoncée par le Kremlin de l'Ukraine est une grosse partie de l'argumentaire russe pour justifier cette guerre. Ils appellent ça une opération militaire spéciale, mais vous savez ce qu'il faut faire avec les euphémismes. Le maire de la ville, Vadim Boychenko, fait état de 20 000 morts probables. Il parlait de 10 000 il y a quelques temps. C'est justement l'augmentation des chiffres qui lui est un peu reproché, encore que le bilan, il serait naturel qu'il ne fasse qu'augmenter. Là, on voit un article de Ouest France qui fait état de 21 000 civils tués à Mariupol, toujours selon le maire, qui précise toutefois que le bilan humain est difficile à évaluer avec tous les corps qui jonchent les rues et 90% de la ville qui serait détruite selon certaines informations. Alors, il faut savoir que les forces russes qui ont évacué le nord et l'ouest, enfin plutôt la région centrale, ils n'ont jamais été tout à l'ouest de l'Ukraine, encore que par la Transnistrie, ils avaient moyen de partir à l'ouest. Vous savez, c'est le territoire qui avait été en 2008, un petit peu sur le modèle des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, adoubé par la Russie. Et donc ils ont annoncé vouloir se concentrer sur le Donbass dorénavant, qui comprend les oblasts donc de Lugansk et de Donetsk, puisque Mariupol fait partie de ce dernier, comme on l'a dit, et les locaux pensent qu'actuellement une attaque d'envergure est imminente, malheureusement. La presse occidentale de son côté n'est pas très optimiste quant à l'issue d'un conflit en cas d'attaque d'envergure. Donc on voit les infrastructures qui sont globalement pas mal endommagées. Ici des images de replay, des poches de résistance qui ne tiendraient pas longtemps, d'où la demande de Zelensky d'avoir plus de renseignements, plus de matériel, plus d'aide militaire d'une manière ou d'une autre, puisque vous vous souvenez que les Russes avaient appelé tous les Européens qui avaient une expérience de combat à se rallier à eux. Certains sont partis là-bas, au péril de leur vie évidemment, puisque c'est une situation de guerre, et on avait notamment fait une chronique dans une précédente émission sur le député Joachim Sonforget, qui est ancien LREM et qui a rejoint Reconquête, qui est connu pour certaines phrases, et qui avait rejoint le pays en affirmant être l'un des 10 meilleurs snipers de France. Je vous mettrai peut-être, c'est pas quelque chose qu'on avait publié, mais je vous mettrai peut-être en lien justement la petite pastille qu'on avait faite sur ce sujet. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette première des informations rushées. Donc c'est un format qui, comme son nom l'indique, est un petit peu bâclé sur la forme, et j'essaie de surtout résumer sur le fond, même si je passe un petit peu de temps à le préparer. Dites-moi si ça vous plaît. On essaye de se retrouver très vite. De toute façon, le jeudi, je fais ce genre aussi de revue de presse. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites des dons pour soutenir cette modeste rédaction unipersonnelle. Ciao ciao, c'était Daimon.